C'est avec un grand plaisir que je vais à travers vos petits écrans, en tout cas partager l'actualité nationale, au-delà du factuel comme j'aime dire. Mac Bazar, c'est une émission à caractère socio-politique qui fait réfléchir les Congolais sur les questions qui minent notre société. Il faut dire qu'au Congo, la jeunesse a toujours été un problème. Aucun régime n'est passé sans pour autant tabler sur la jeunesse. Et dans tous les États, la jeunesse reste un idéal ou bien encore un défi à relever. Beaucoup de politiques ont été émises autour de notre jeunesse. Nous avons écouté pas mal de politiques au cours de la gestion du pays, au cours de la gestion du mandat, même avant. Et nous allons vers donc la fin de ce mandat présidentiel. Nous sommes en droit de nous interroger donc sur le bilan des politiques qui ont convergé autour de la jeunesse. Et au sortir de là, nous allons tenter d'émettre des perspectives de l'avenir. Autrement dit, que faire pour les années à venir? Pour réussir donc cette entreprise, pas facile, aussi périlleuse comme disent les philosophes, j'ai reçu sur ce plateau M. Innocent OCT, il est consultant, entrepreneur au Congo-Brazzaville. Bonjour M. Innocent. Bonjour M. Okilas. Alors, vous n'êtes pas à présenter parce que c'était une promesse. On devait avoir un deuxième plateau à propos. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Cédric Pambou, le consultant en tout cas de Mac Bazar, c'est un réfléchi, il pense société, il pense l'homme, il pense un peu tout du fait qu'il soit Sophos. Bonjour Monsieur Cédric. Bonjour Monsieur Okilas. Merci beaucoup. Jephté Gapoula, lui aussi, lorsqu'on parle de ces questions d'entrepreneuriat ou économique, des questions économiques, nous sommes en droit de le convoquer, c'est ce que nous faisons toujours, consultant maison, en tout cas consultant maison. Bonjour Jephté. Bonjour Monsieur Okilas. Mais ça fait belle lurette que tu as partagé avec nous. Exactement. Merci beaucoup. Alors, chers invités, comme je venais de le dire, nous allons plonger un regard sur la jeunesse. Vous êtes jeune d'abord. Exactement. Vous êtes jeune d'ailleurs. Et le pays a fait de la jeunesse une préoccupation. Nous avons tous écouté ce qui a été promis pour la jeunesse. Et c'est la même jeunesse qui s'indigne, c'est la même jeunesse qui s'interroge. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Sinon, pourquoi et que faire? C'est une exigence. Alors, je vais commencer par M. Innocent OCT. Je commencerai par dire, quelle lecture faites-vous présentement, une lecture objective, pragmatique, réelle de la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que tu écoutes de la jeunesse congolaise? Alors, Monsieur Okilas, merci. Merci de me recevoir encore sur votre plateau. Toujours un plaisir. Nous en avions déjà parlé la dernière fois. On a essayé de brosser un peu ce sujet, l'approcher, mais on ne peut jamais forcément parler de la jeunesse en une émission. L'occasion nous est donnée d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet. Dans un premier temps, j'aimerais dire qu'il faut savoir nuancer le propos. Rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. J'ai en souvenir, si on prend les 2 dernières années, ce qui s'est passé à Ornano, malheureusement pour nos jeunes. Dans le courant des 2 mêmes années, on a parlé de l'année de la jeunesse, qui a été promulguée par le président de la République. Et au niveau de la structuration ou des possibilités qui ont été mises en place par le gouvernement, il y a par exemple le FIGA, qui a, avec les différentes structures, qui a créé donc un jeune, une entreprise. Et il y a l'ADPME qui fait la caravane en vue de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais dans un deuxième temps, lorsqu'on essaie de peser l'effectivité, encore une fois, moi je suis ingénieur de formation, on se heurte toujours à un problème de statistiques. Combien ont réussi? Combien ont échoué? À qui on a donné combien? Qui a fait quoi? Quelles sont les entreprises que vous voyez qui ont été mises en place par des jeunes? Est-ce que les jeunes communiquent dessus? Et donc on a du mal ou on peine à pouvoir dresser un bilan statistique fiable. Cependant, on peut voir par les réseaux sociaux qu'il y a des entrepreneurs qui se plaignent de tout ce qui va être taxation, imposition. Il y a des clients que je connais, avec qui je discute, qui me disent, et là, quand je suis venu, à chaque fois, c'était le pays va mal, c'est devenu de plus en plus difficile, on a du mal à vous payer, etc., etc. Mais d'un autre côté,
on peut voir aussi que l'argent circule. Il y en a qui ont pignon sur rue, il y en a qui arrivent à développer certaines activités, peut-être qu'ils ont flairé le bon filon, comme on dit. Et donc, on est toujours mitigé entre ce qui se fait dans le politique, l'effectivité qui se passe sur le terrain. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a une nuance de gris. Est-ce qu'elle est beaucoup plus grise que noire? C'est ce que on tend à se dire, en tout cas c'est ce que j'écoute. Donc voilà dans un premier temps ce que je pouvais dire avec mon regard entrepreneurial. Oui, j'avais une façon de dire que lorsqu'il s'agit de la jeunesse, si je l'ai bien suivi, je ne peux pas le répéter, ça se limite au niveau des mots, on lance certaines initiatives, mais à la fin, on n'a pas une exactitude sur le résultat de ce que voilà. Et qu'est-ce que vous dites, quel regard portez-vous en fait de la jeunesse après ce qu'il vient de dire? Bon, déjà, j'ai suivi avec beaucoup d'attention M. Ocité. Il a été pertinent là-dessus. Il a évoqué pas mal de points que l'on va développer d'un moment à l'autre. Bon, en ce qui concerne la jeunesse congolaise, ces 2 dernières années, comme vous l'avez évoqué, le président de la République l'avait décrété, année de la jeunesse. Bon, il y a des points positifs à relever, ainsi que des points négatifs. Et ensemble, nous ferons une synthèse pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que l'on doit faire. Mais déjà, il faut le dire, cette jeunesse, quelque part, elle est délaissée dans un contexte où les gouvernants, parce que quand nous parlons de la jeunesse, nous voyons les politiques, sinon je dirais les initiatives gouvernementales pour cette jeunesse. Il y a eu des initiatives qui ont été évoquées et certaines ont peut-être réussi, mais dans la pratique des choses, on n'est pas trop convaincu. Déjà, même en termes de statistiques, ça ne rassure pas. Le FIGA, nous avons constaté ces derniers temps, accompagne, mais pour quels résultats? Ça n'a jamais été chiffré, ça il faut se le dire. Et même aujourd'hui, quand nous parlons de l'entrepreneuriat, il faut reconnaître que la conception selon laquelle les entrepreneurs naissent avec un don de Dieu, cette conception des choses n'existe plus. Aujourd'hui, il faut former des gens. Et ces jeunes-là ne sont pas formés. Donc, pour ne pas dire que c'est du pipeau, bon, une chose est certaine, la jeunesse, l'entrepreneuriat restent des défis à relever. Défi à relever, enfin, monsieur le juge de la société, permettez-moi le terme, celui qui a un regard globalisant de la société. Et qu'est-ce que vous en dites après tout ça de notre société et notre jeunesse? Bon, mais je ne veux pas encore revenir sur ce que les collègues ont dit tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire, puisque nous parlons du bilan et des perspectives, commençons d'abord par faire le bilan. Objectivement parlant, quand on fait le bilan en ce qui concerne la prise en compte des problèmes de la jeunesse congolaise, je vous dis que le bilan est catastrophique, ça il faut le dire sans langue de bois. Parce que quand on sait peu de voir, depuis que le gouvernement est aux affaires, notre gouvernement bien sûr, à chaque fois, quand nous sommes à la veille des élections présidentielles, le président de la République prend toujours l'initiative de souligner les problèmes de la jeunesse. Ouais. Quand vous prenez depuis le premier projet, le chemin d'avenir, jusqu'à aujourd'hui, le problème de la jeunesse sont tous soulignés dans son discours. Absolument. Mais quand on arrive du point de vue pratique, il y a un réel problème. On a comme l'impression que nous sommes en face d'un irréalisme politique persistant. Et ce qui fait finalement qu'aujourd'hui, les jeunes sont devenus délaissés et qui ne croient même plus à ce gouvernement. Plusieurs initiatives ont été prises et ont été mises en cause, ça nous le savons tous. Évidemment. Déclarées par le président lui-même, personnellement. Mais compte tenu des acteurs qui sont censés concrétiser le projet de société de son excellence de cette administration de son, je parle des acteurs. Parce que les grands projets sont au niveau des acteurs qui sont censés concrétiser ce projet. Voilà. On a comme l'impression que ces hommes, nos gouvernants, ne se soucient pas réellement de la jeunesse congolaise. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous faites les statistiques, vous allez vous rendre compte que les jeunes ne s'intéressent même plus en ce qui concerne le développement de leur pays. Or, c'est un réel problème. La jeunesse constitue, dans une république,
une force motrice, ça il faut le dire. Mais seulement cette jeunesse-là doit se sentir considérée vis-à-vis du gouvernement. Pour que cette jeunesse-là également puisse avoir l'envie ou le désir de participer à la gestion de la chose publique. Mais lorsque la jeunesse est délaissée, plongée dans l'inespoir, se retrouve en force d'un irréalisme politique, comme je vais le dire, je vous dis que même l'avenir d'un pays, de notre pays, est en danger. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des hommes politiques qui sont devenus fatigués et certains qui sont devenus fatigants, mais qui ne veulent pas reconnaître l'importance d'une jeunesse dans une république. Et ça, c'est très dangereux. En ce qui concerne, je crois, les perspectives, nous allons revenir. Nous allons revenir. En parler, oui. Mais oui, vous avez parlé d'une jeunesse délaissée. Ça paraît parfois absurde pour le Congo parce que lorsqu'on voit, vous avez cité les responsables qui semblent être dans, permettez-moi le terme, dans cette illusion. Et le président aimait franchement des politiques qui, à la lecture, sont profitables, ça suscite de l'espoir, mais dans la concrétisation, malgré leur propre dire, les Congolais sont encore dans la phase de s'interroger. Ils s'interrogent, mais cependant, on vient vous dire, c'est fait, ça a été fait, cependant, je comprends ce que vous dites. Mais autour, c'est la même jeunesse. Autour de ces gens, c'est la même jeunesse. Nous avons la preuve sur la toile. Nous avons la preuve dans le milieu politique. Le milieu politique est riche en jeunesse. C'est la couche la plus active. Quand les politiques émettent les idées du développement de la jeunesse, c'est encore la jeunesse qui relaie l'information. C'est encore cette jeunesse qui booste les choses. Mais cependant, à la fin, c'est cette jeunesse qui en est victime. Mais dire, tel que vous venez de le dire, que la jeunesse est délaissée, est-ce que ça paraît pas incongru, vraiment? Bon, mais quand je dis délaissé, parce que nous avons des preuves. Ouais. Quand je vous prenons par exemple l'exemple de la mise en place du FIGA, n'est-ce pas? Fait de pression pour accompagner des jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'était destiné aux jeunes. Ouais. Un jeune, une entreprise. Vous avez un projet, vous partez donc au niveau des autorités compétentes, déposez votre projet, et si le projet est consistant et bénéfique pour le pays, vous financez votre projet. Et ça, c'est comme ça, ce n'est que normal. Oui. Mais comment se fait-il que, à chaque fois, il y a eu des détournements, nous le savons tous, à plusieurs reprises. Non, l'argent du FIGA a été volé, ça. A été volé à plusieurs reprises. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que lorsque les autorités compétentes se soucient réellement de la jeunesse, peuvent-elles se comporter de cette façon? Moi, je m'interroge. C'est là où je me dis finalement que cette jeunesse-là a été délaissée, abandonnée à elle-même. Bien qu'il y ait des initiatives, attention, nous avons des jeunes qui sont très compétents, ils ont des projets, mais malheureusement leurs projets ne sont pas financés. Ça, il faut se le dire. C'est ça le problème. Et les acteurs qui se comportent de cette façon, vis-à-vis de la chose publique, ne sont pas inquiétés. Voilà. Voyez-vous, quelle est l'attitude de la jeunesse face vis-à-vis de leurs autorités? Dites-moi un peu, M. Romik. Est-ce que la jeunesse ou les jeunes pensent réellement vivre dans une république? Parce que quand on parle de la république, on parle de la chose publique. Voilà. La république n'est pas une propriété privée. Hein. Ce n'est pas une propriété privée. Oui, ça c'est. La république, c'est un bien public qui concerne tous les habitants, n'est-ce pas, qui partagent les mêmes lois, n'est-ce pas, et le même territoire. Ce n'est que comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Vous voyez, cette jeunesse-là est marginalisée, manipulée. Est-ce qu'elle est consciente malléable. De ce fait? Voilà. Est-ce qu'elle est consciente de ce fait? Nous reviendrons. Oui, parce que c'est les mêmes jeunes qui pourront te reprendre actuellement. Vous avez une race de jeunes, peut-être nombreux aussi, hein, qui vous diront, je vais vous faire, vous allez vivre cette expérience, je mettrai cette émission, je prends tous les Congolais au défi, je mettrai l'émission en ligne. Les répondants, ça ne sera jamais les responsables, c'est plutôt cette même jeunesse qui vous dira le contraire. Mais cependant, quand vous vérifiez, c'est un paradoxe. Alors, monsieur l'entrepreneur, vous avez suivi votre prédécesseur, qu'est-ce que vous en dites? Alors, mon co-débatteur, je remercie mon co-débatteur parce qu'il va me permettre directement de mettre les pieds dans le cambouis, on va dire ça comme ça, les mains dans le cambouis, pardon. Si on se base, encore une fois, moi j'aime les faits, d'accord? Tout à l'heure, on a parlé du FIGA. Je pense qu'il y a déjà là un amalgame. Le FIGA est un peu comme un assureur pour les entrepreneurs. Déjà ça, il faut le comprendre. Le FIGA n'est pas appelé à financer les projets des jeunes. Le FIGA donne une assurance auprès de la banque
pour que l'entrepreneur qui souhaite développer le projet, et une fois qu'on a vu que le projet était viable, d'accord, puisse aller auprès de la banque et le FIGA se porte garant du prêt que va prendre cet entrepreneur. Déjà là, il y a un premier point. Et je reviendrai dessus parce que c'est important. Dans un deuxième temps, mon co-débatteur a parlé de la prise de conscience ou du fait que les jeunes étaient délaissés par le gouvernement. Mais si on suit l'actualité aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe à Madagascar, par exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé en Corée du Sud. D'accord ? Ce mouvement est parti de la jeunesse. D'accord ? Est-ce qu'on peut dire qu'en termes d'histoire ou de relations au pays, Madagascar n'est pas sensiblement pareil au Congo ? Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces jeunes vont avoir ce sursaut, j'ai pas envie de dire patriotique, mais ce sursaut commun de désir d'émancipation pour se lever? Parce que qu'est-ce qu'on constate? Je vais vous parler à ma petite échelle, d'accord? Comme vous le savez, monsieur Okila, je viens de temps en temps et j'ai une structure ici. Pour la première fois, j'ai licencié 5 agents. Pourquoi? Parce que vous donnez des instructions, et ils sont tous jeunes, hein. La moyenne à peu près, on est à 33 ans. Vous donnez des instructions qui ne sont pas respectées. Vous avez la difficulté de mener une entreprise depuis un pays étranger, par exemple. Donc ça veut dire que vous avez un collaborateur, vous avez un manager, vous avez un comptable, vous avez plusieurs personnes qui ont des rôles et des responsabilités. Mais ces personnes font en sorte de, j'ai pas envie de dire couler l'entreprise, mais que l'entreprise n'aille pas à son plein régime pour la simple et bonne raison que les instructions n'ont pas été respectées. D'accord? Parce qu'il y a la notion de l'appât du gain, comme l'a dit mon co-débatteur, et je suis d'accord, l'appât du gain facile, d'accord? Et ça, même la jeunesse est empêtrée dans ces choses-là. Et vous vous retrouvez donc avec des personnes sous le bras qui font de l'activité, en fait, leur gagne-pain. Donc l'activité, en fait, n'est plus appelée à générer de l'argent ou à générer du profit, mais l'activité est appelée à payer ces personnes-là qui ne font pas forcément le travail que vous leur demandez. Donc à ce moment-là, déjà, il faut parler de prise de conscience. J'aime bien le fait que mon co-débatteur soit philosophe, parce que si on tire le trait plus loin, et il faut se poser la question, est-ce que nos jeunes ont été suffisamment éduqués pour avoir un élan de solidarité, peut-être patriotique? On a vu ce qui s'est passé, par exemple, on a parlé tout à l'heure du conflit d'Ornano, comment la majeure partie des jeunes se sont soulevés. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport, en fait, à la vie humaine, déjà. Donc, est-ce que nos jeunes ont pris conscience de cela? Est-ce que l'éducation que l'on leur donne, que ce soit dans le privé ou dans le public, est suffisante pour que, une fois arrivé sur le secteur du travail, et je suis d'accord avec vous, hein, aujourd'hui, si l'on regarde bien, il y a à peu près 41% de jeunes, donc de 18 à 35 ans, je pense que les statistiques le disent, qui sont en chômage. Par contre, il y a 81% de la même tranche d'âge de 18 à 35 ans qui ont dépassé le secondaire. Lorsque vous les prenez en entretien, c'est grave. Vous parlez de vous interrogez l'éducation. Exactement. Est-ce qu'ils sont passés par cette éducation? Il faudrait bien que cette éducation puisse exister. Est-ce que réellement, je peux vous renvoyer la balle, vous avez la certitude que ces jeunes passent par une certaine éducation, malgré qu'ils sont fonctionnels? Justement, pour moi, le problème est au niveau de l'éducation, mais aussi de la culture. Voilà. D'accord. La question de la culture. Quelle est la culture que l'on inculque à nos jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent se prendre en main? Pour moi, elle est déjà là. La question, même sine qua non, elle est là. La question sine qua non est là. Je t'en prie, l'économiste travaille sur l'homme aussi. Il est au centre de la société. La question est très capitale. Vous avez des jeunes qui exercent partout. Et le constat qu'il fait ne peut pas aussi se limiter qu'au niveau de la jeunesse. C'est un problème culturel. Ouais. Nous savons bien comment le Congolais gère. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, M. Romé, que je suis de ceux qui pensent que le Congolais n'est pas éduqué, premièrement en matière, en matière de travail, en matière financière, parce que l'entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur comme tel. C'est un domaine qui nécessite une formation là-dessus, une éducation, et je pense même que nos programmes scolaires
ne favorise pas parce que voilà, ces jeunes-là, en finissant avec la formation académique, puissent développer une activité comme telle. Parce qu'il y a même de ceux-là, du primaire jusqu'à l'université, n'ont jamais fait des cours d'entrepreneuriat. Ouais. Par rapport au domaine, bien sûr. Quand vous allez à Bayardel, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait entrepreneuriat, mais on a dit le Congo, du jour au lendemain, ne forme pas la matière. Voilà. Et du jour au lendemain, on décide de faire de ces gens-là des entrepreneurs. On parle de l'auto-emploi, on parle de ceci. Bon, moi, je trouve que ce sont des slogans parce qu'il faut aller dans la pratique des choses. Il faut aller dans la pratique des choses. Il faut éduquer. Il faut éduquer là-dessus. Et l'éducation financière va devoir commencer d'abord par nos programmes. Au niveau scolaire, les programmes académiques et autres. Une fois que ces gens-là, les élèves, les étudiants, ont une idée de l'entrepreneuriat, quand ils finissent avec les études, naturellement, il y a ce réflexe. Vous savez, au Congo, le premier employeur reste la fonction publique, à la différence de la France. Vous prenez un pays comme la France. Alors nous sommes un pays libéral. Vous prenez un pays comme la France, 80% des employés viennent du secteur privé. C'est du privé. Alors que donc l'État ne recrute que l'État ne prend que 20%. Voilà. Mais ici au Congo, l'État demeure l'élément ou sinon je dirais l'acteur principal en matière de recrutement. C'est parce que nous n'avons pas su développer notre secteur privé comme tel et du coup l'État est obligé de supporter ce coût-là. Donc si l'État pouvait créer des conditions nécessaires, des conditions propice pour propulser l'initiative privée, à un moment donné, même cet État-là ne va pas se retrouver dans des difficultés comme telles. Quand nous parlons du taux de chômage, par exemple, en République du Congo, aujourd'hui, on est passé de 20 à 19,80 en tenant compte des derniers rapports que nous avons eus. Mais vous voyez que ce chiffre est énorme. 19% de la population. 19% du taux de chômage pour un pays. Et quand on parle de la jeunesse, on est à 41 voire 42, s'il faut tenir compte du rapport de la Banque mondiale. Donc vous voyez, ce chiffre est énorme. Et là encore, on ne prend pas des chômeurs découragés que le BIT considère, que le Bureau international du travail considère que des gens qui ne sont pas actifs comme tels sur le marché de l'emploi. Donc vous voyez, aujourd'hui, il faut combiner la formation au marché du travail. C'est ça l'idéal. Et vous verrez quelqu'un finir à l'université, 5-10 ans après, je suis chômeur. Mais c'est parce que sa formation ne lui permet pas d'accéder sur le marché du travail. Et ça, c'est un peu important. Oui, donc, revoir un peu notre capital humain. Oui, philosophe. Oui, merci beaucoup, M. Henri. Je suis très content de constater que mes co-débatteurs ici ont compris qu'on ne peut pas parler de la jeunesse sans pourtant au départ épingler la question de l'éducation. Absolument. Parce que l'éducation et la jeunesse sont deux questions qui sont étroitement liées. Absolument. Et donc, même si on peut aborder la question sur l'entrepreneuriat, il faut d'abord en amont examiner la question de l'éducation. C'est comme ça. Et donc, quand on sait un peu de voir de façon générale dans notre pays, est-ce que nous avons eu à faire des avancées en ce qui concerne notre système éducatif? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Il y a eu des états généraux. Parce qu'aujourd'hui, attendez, on parle de l'innovation pédagogique. Quand on fait de voir notre système éducatif actuellement, notre système est encore archaïque, ça il faut le dire. Il est délabré, sérieusement délabré. Obenga le dit. Mais on parle également de l'innovation technologique. Est-ce que sommes-nous réellement en face de ces deux réalités actuellement? Les compétences numériques, sommes-nous réellement en face de cette réalité? Actuellement dans notre pays, je dis bien, nous sommes très loin. C'est impossible. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, mais il faudrait que vous soyez suffisamment avancé en technologie. Mais nous sommes tombés de la technologie, et je vous en prie, M. Romik, parlez des choses sérieusement. Le Congo est très loin de l'industrialisation de la technologie. Et par conséquent, nous allons tous nous retrouver en face de cette difficulté-là qui consiste à multiplier des emplois pour satisfaire des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'unique recours, je dis bien, c'est la fonction publique. Mais on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer l'économie d'un pays lorsque les jeunes pensent que pour participer au développement de son pays,
il faut seulement intégrer la fonction publique. Et la politique aussi, hein. Voilà, ça c'est un créneau pour les... Oui, la politique c'est ça, oui justement. Parce qu'en dehors de la politique, il y a d'autres domaines qu'il faut envisager. Voilà. Mais seulement d'autres domaines là, aujourd'hui, dans notre pays, ne fonctionnent pas. La politique, oui. La politique, c'est vrai, c'est l'architectonique de tous les domaines qui participent à la vie sociale. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que celui qui est à la tête de la société, l'homme politique, vous avez parlé de la conviction. Oui. On ne peut pas se lancer en politique ou prétendre diriger des hommes lorsqu'on n'est pas animé par l'éthique de conviction. C'est très important. Parce qu'il faut avoir un idéal. Il faut avoir des objectifs bien précis. Quel modèle que je peux proposer pour le bien-être de mon pays, pour le développement de mon pays. C'est ça l'éthique de la conviction. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons des gens qui se lancent en politique, des jeunes qui vont sans conviction. Et c'est très dangereux. En dehors de l'éthique de conviction, nous avons l'éthique de responsabilité. Absolument. Vous vous engagez en politique, oui, vous allez faire des promesses. Mais il faudrait que vous soyez à mesure de réaliser vos promesses. Vous voyez? Il faudrait que vous soyez... C'est ça l'éthique de responsabilité. Vous promettez, mais il faut le réaliser aussi. Parce que si vous ne le réalisez pas, l'Union sociale c'est de démissionner. Parce qu'avec l'éthique de la responsabilité, vous êtes contraint de démissionner parce que vous avez échoué. Mais en dehors de ça, mais également l'éthique de l'hospitalité. Vous êtes en train de servir, oui. Mais l'autre qui est en face de vous, il faudrait que vous soyez à mesure de reconnaître que celui qui est en face de moi, c'est mon prolongement. Voilà. Il n'est autre que moi-même. Et donc, je suis obligé de satisfaire ses attentes. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a aussi, ce qu'on peut ajouter, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le projet de société. Vous avez un projet. Il faudrait que le projet soit concret, mais aussi, vous soyez à mesure, n'est-ce pas, de rendre cela pragmatique. Ah ouais. Tout ne se limite pas dans un discours. C'est tout le péché c'est ça le mal chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le plus beau discours dans le monde que celui d'un homme politique. Hein. L'homme politique, quand tu parles, il est très séduisant. Hein. Il est très pertinent, mais du point de vue pratique, pragmatique, vous allez vous rendre compte que non, son discours est vide de sens et de substance. C'est que nous sommes en train de... Parce que à chaque fois, lorsque vous voyez un homme politique parler de la jeunesse, mais c'est avec aisance. Absolument. Avec patriotisme, avec sympathie, mais c'est la flatterie, c'est de la démagogie simplement. Et les jeunes ont compris ça aujourd'hui. Nous avons besoin de politiques pragmatiques afin que les jeunes puissent se retrouver. Merci beaucoup le philosophe. Tu fais raisonner les choses aussi facilement et ça pénètre bien. Alors, Monsieur Innocent, vous êtes à cheval entre ces deux continents. Je pense que vous savez faire cette différence et certainement que vous vous invitez souvent à ces plateaux pour apporter votre expérience. Mais vous n'êtes pas coupé aussi avec le bled parce que vous émettez sur les politiques qui sont les nôtres. Alors, nous avons parlé FIGA, nous avons parlé certaines choses ici. L'entrepreneuriat. Je pense que vous avez vu à faire la différence, même en vous écoutant. L'entrepreneuriat a été promulgué ici, il faut le dire. Et vous allez dans la rue, tout comme on parlera de l'entrepreneuriat. Et ça fait fort en politique. Hein. Ça fait fort en politique. Ça se présente comme un rêve parce que déjà dans le gouvernement, c'est une matière gouvernementale qui attend un bilan à présenter. Parce qu'il y a un ministère qui s'en charge. À côté, vous avez d'autres canaux, en tout cas, qui excellent en matière d'entrepreneuriat. Vous êtes un entrepreneur, c'est pourquoi je vous pose cette question. Et vous savez bien ce que c'est. Vous êtes dans le réel. Quel constat ou quelle lecture faites-vous de cette bataille que mène le Congo, que nous écoutons partout, à travers rues, champs, forêts, ainsi de suite sur l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut s'attendre à des bons résultats? Est-ce que ça promet? Alors, on va essayer de... Je pense qu'on est au milieu du bilan et on va essayer d'enchaîner sur les perspectives. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur deux choses que mes co-débatteurs ont dites. Je commence par l'économiste, M. Ngafula. On a pris l'exemple de la France tout à l'heure et on aime beaucoup parler des choses qui marchent ailleurs. Oui, il y a la majeure partie du secteur privé qui sont des entrepreneurs, mais on ne parle pas beaucoup, malheureusement, et ça c'est très peu communiqué même en France, du nombre de sociétés qui meurent ou des entrepreneurs qui finissent à la rue. Oui. Ça veut juste dire une chose. Ça veut dire que même en Europe, ceux qui ont inventé la notion même en Occident, pardon, ceux qui ont inventé la notion d'entrepreneuriat se heurtent encore aujourd'hui à des réalités parce que, en fait, la société évolue constamment.
Et la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive à s'adapter au changement de la société, et même, j'allais aller plus loin quand on parlait de technologie, au changement du monde. Voilà. Elle est là la vraie question. C'est fondamental. Ah oui, oui. Parce que même en Europe, même en Occident, même dans les Amériques, vous avez exactement la même situation. Oui. Je reviens ensuite sur ce qui a été dit par le philosophe pour parler de transmission, de chaîne de transmission et d'un nouveau concept qui est en train de naître en France particulièrement, qui est la logocratie. La logocratie est un concept qui a été inventé par Clément Viktorovitch, qui dit qu'en fait, on prend tous les sens en fait de la démocratie, c'est-à-dire tout ce qui a été régi par les lois, et en fait, on les utilise pour les contourner et pour atteindre en fait un but qui n'est pas le but de servir la société. Le vrai problème ici, c'est pour moi la transmission et la chaîne de transmission. Quand je parle de transmission, c'est déjà entre la jeunesse et la génération d'avant, mais aussi transmission et de chaîne de transmission, parce que vous avez pris l'exemple tout à l'heure, et je pense que vous parliez du ministère des petites et moyennes entreprises. Évidemment. Mais le ministère des petites et moyennes entreprises n'est pas seul dans un gouvernement. D'accord ? Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple des impôts et taxes. Parce que j'ai suivi comme ça sur les réseaux sociaux, il y avait une coiffeuse qui était en train de s'étonner et de monter au créneau parce que il y a les inspecteurs des impôts qui sont passés et qui lui ont demandé une taxe. Voilà, elle avait fermé. Elle avait fermé. Je pense qu'on a tous vu la même chose. Et elle n'est pas la première, c'est à la mode. Elle n'est pas la première. Voilà. D'un côté, vous avez le FIGA ou l'ADPME qui fait sa caravane, qui sensibilise les entrepreneurs, qui fait en sorte de pouvoir assurer les entrepreneurs. Donc la jeunesse se lance. Et même toute la jeunesse. Et la jeunesse se lance. Mais d'un autre côté, vous avez les impôts et taxes qui frappent. Ah oui, ah oui. Ça, c'est Pourquoi on ne fait pas en sorte de faire en sorte, pardon, excusez-moi la tautologie, que les ministères qui sont impactés, je pense au ministère de la jeunesse, je pense au ministère de la culture, je pense au ministère des impôts ou du prélèvement public, peu importe. Des finances. D'accord, des finances, merci. Pourquoi on ne fait pas en sorte qu'ils s'asseyent sur ce sujet-là? Pourquoi c'est au ministère des petites et moyennes entreprises de porter à lui seul tout le programme du ministère du président de la République qui est centré sur la jeunesse? Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez, est-ce que vous avez, je vous posais la question lors de notre émission passée, est-ce que vous avez déjà vu deux Congolais qui s'unissent, ils font un partage dans l'entreprise, un à 51, un à 33, un autre à 10% pour créer une structure? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que le Congolais, d'abord, par essence, il est personnel. Voilà. Et c'est l'individualisme. Hein. C'est l'individualisme. Ça et plus vous tirez en longueur, plus vous rentrez en profondeur dans la chose, vous vous rendez compte qu'en fait, ce qui compte, c'est le short terme. Évidemment. On ne crée pas une société, et lorsque vous nous avez parlé des chaînes lors de notre émission la dernière fois, on s'en est rendu compte. On ne crée pas une société sur le long terme, ou même sur le moyen terme. On crée une société parce qu'on a une opportunité là, maintenant. Évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, les élections, c'est l'année prochaine. Voilà. Donc, on voit tout le monde s'agiter et crier des slogans, alors qu'au fond, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de substance. C'est pour la survie, tout le monde est là pour la survie. Il n'y a survie. pas de substance. Et je trouve que, pour chuter peut-être sur ça, vous savez, il y a un livre ancien que la majeure partie des Congolais aiment qui dit, dans Proverbe, que la réussite d'un roi dépend du nombre de ses conseillers. Voilà. Vous avez vu qu'entre les 2 années 2024-2025, la primature a doublé son effectif. Alors que nous sommes dans une situation compliquée. Très compliquée. Mais moi, j'irai plus loin pour nous dire qu'il ne s'agit pas forcément du nombre de ses conseillers. Il s'agit aussi de la qualité des conseillers. Évidemment. Il s'agit de leur qualité. Est-ce que les conseillers sont outillés pour aider les gouvernants? Et la dernière fois, nous parlions de ce fait. Je vais chuter là-dessus. Je vous disais que souvent, on a tendance à dire que le poisson pourrit par la tête. Mais essayons de regarder le soubassement. On a parlé tout à l'heure de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse était outillée? On a parlé, je vous parle aujourd'hui des conseillers ou des autres membres du gouvernement, tous ceux qui sont en dessous des ministres, les directeurs de tutelle, les conseillers, les fonctionnaires qui travaillent même dedans. Et si on parle de la jeunesse, il y a le conseil consultatif de la jeunesse, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui députés. Il y a le ministère de la jeunesse. Il y a le ministère de la jeunesse.
quelle est l'effectivité de ces personnes-là? En fait, en termes de substance, qu'est-ce qu'ils apportent? Je vous faisais la réflexion sur le ministère du Plan. Quelles sont les statistiques aujourd'hui fiables? Je voudrais peu qu'on fasse une pause sur cette problématique, ou bien cette interrogation, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, la jeunesse est fière d'avoir été mis aux responsabilités. Ça a été un cri de cœur à l'époque. Il faut utiliser la jeunesse. Vous avez aujourd'hui la jeunesse partout, même dans les hautes institutions. Vous en avez dans le gouvernement, vous en avez dans les institutions de la République, vous en avez partout. Vous posez bien la question. Quel est l'impact en fait de cette jeunesse? Est-ce que l'action de cette jeunesse, est-ce que cette jeunesse travaille en cohérence en pensant leur avenir? Est-ce qu'il y a une initiative jeune ici qui fédère la jeunesse? C'est la vraie problématique. Mais cependant, moi je lis, je parle à cette jeunesse. Cependant, vous allez voir une jeunesse éclatée, chacun dans son milieu, travaillant parfois pour ceux-là qui vont vers la fin, qui se préoccupent pas de leur propre jeunesse. Je vais vous prendre des exemples clairs. Vous avez combien de jeunes Congolais dans le milieu politique qui ont aspiré à la politique? Nous le disions entre-temps. Ont-ils réellement la conviction politique? Est-ce la politique pour gérer vraiment la cité un jour, en remplacement des anciens, ou la politique pour un métier, pour la survie? Mais la plupart, je le dis, quand vous les tâtez, il n'y a pas la conviction. Mais la peur, c'est que, une fois que les anciens ne sont plus là, mais les jeunes vont disparaître. Voilà. Ça se dit, oh, la preuve, ils sont rattachés à ces vieux. Mais cependant, vous êtes en France, vous avez des jeunes politiques, que ce soit de la gauche ou de la droite, qui émergent, qui vous pompent les idées politiques, qui pensent la France. Dans cette contradiction, Macron est jeune. Chez Le Pen, vous avez des jeunes. Voyez-vous, c'est là le souci que nous avons. C'est vraiment. Mais n'oubliez pas que le secteur de la politique engloutit un package des jeunes. Quoi en faire réellement? Mais non, ce secteur en même temps influe sur le reste des secteurs. Quand vous parlez des conseillers au niveau des ministères, mais allez voir, c'est des jeunes. Comment sont-ils nommés? Mais c'est généralement par l'appartenance politique. Est-ce qu'ils sont efficaces? Mais lorsque nous constatons tout ça, on est en droit de se poser la question, on revient à la question. Voilà. Oui, philosophe, je vous en prie. Je voulais revenir rapidement sur ce qu'il a dit, le frère. Il dit qu'il n'y a pas que le ministère de petites et moyennes entreprises qui est censé travailler pour la jeunesse. Je dis non. Tous les ministres travaillent à base d'un projet. Et le projet ici, c'est le projet de son excellence, c'est le projet de la République, Denis Sassou Nguesso. Et donc, logiquement, chaque ministre devait jouer sa partition. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on a comme l'impression que certains ministres ne jouent pas réellement leur partition, mais ils sont toujours aux affaires. Et c'est qu'on ne comprend pas ce paradoxe-là. Pourquoi ils sont... Je ne comprends pas. Je prends un exemple terre à terre. Le ministère du Sport. Ouais. Mais aujourd'hui, le sport de notre pays a des sérieux problèmes. Connu par Nous avons un ministre qui, chaque fois quand il prend la parole, il joue à une arrogance excessive vis-à-vis de la jeunesse. C'est un manque de considération. Vous le sentez. Mais curieusement, il est toujours là. Vous le sentez en tant que jeune, vous vivez ça? Mais justement, mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a plusieurs ministères, il peut se retrouver ailleurs s'il pense qu'il n'a pas de compétences requises pour gérer le sport. Mais il peut se retrouver ailleurs. Nous avons... Mais c'est catastrophique. Et comme disait... Et c'est justement... Comme disait le dernier de mes invités, c'est une parenthèse, le sport est jeune. On ne voit pas les gens de 50 ans jouer au ballon. Non. C'est pas eux, c'est des éternels spectateurs. Le sport est jeune. C'est un domaine, la création des emplois. Aujourd'hui, on parle du sport de haut niveau. Nous connaissons bien lorsque nous regardons le sport au niveau international. On est même ému de voir les salaires de ces joueurs. Le président a doté le pays des infrastructures sportives de haut gabarit. On n'arrive pas à mettre en usage, alors que c'est des entreprises, ainsi de suite. Le petit Congolais, lorsqu'il joue, comment ils appellent ça? Le ticket ou ticket là. Mais quand ils jouent à ça, ils oublient que... Voilà, ils oublient qu'il est en train de parier pour un match qui se joue là-bas. Même si c'est en Angleterre. Mais dans cet argent-là, il y a des taxes qui remontent là-bas. Donc ça contribue au budget. Mais chez nous, vous écoutez les responsables vous dire, alors qu'il s'agit d'un milieu jeune, on vous dit, le sport est un jeu. Donc le Congo est dans cette conception encore. Donc le jeu, c'est quoi? C'est ce qui est banal. Bon,
À côté, on vous dit qu'il faut jouer par patriotisme. Les deux, quand vous voyez, il n'y a pas la volonté. Mais cependant, le sport doit générer les emplois. Et les emplois sont jeunes. Voilà tout le souci. Alors, qui devait prendre la parole? Voilà. Déjà, j'aimerais revenir un peu sur... Bientôt, on va toucher les perspectives. J'aimerais bien revenir sur ce que M. Pombo a évoqué tout à l'heure, en parlant des promesses politiques et autres. Là-dessus, j'aimerais y rebondir. La voix, le volume. Il y a une... en fait, le cycle politique se diffère du cycle économique, ça, il faut le reconnaître. L'homme politique, par essence, ne peut que promettre. Ça, on ne va pas empêcher un homme politique de faire des promesses. Exactement. Même si aujourd'hui, M. Pombo venait à devenir chef de l'État, mais il va un projet de société, c'est à la base des promesses. Exactement. Maintenant, si, qui doivent être réalisés. Non, mais la réalisation d'un... Non, la réalisation dépend du cycle économique d'un pays. Si le cycle économique ne permet pas aux politiques d'atteindre les objectifs, il faut se le dire. Je vous en prie. Non, monsieur Pombo, ne faisons pas des choses comme si on était dans une société où la cité idéale, où tout allait bien. Exactement. Dans toutes les sociétés, il y a toujours des couacs. Moi, je ne soutiens pas ces erreurs ou ces limites-là de nos gouvernants, mais en tant qu'économiste, je sais que il y a des chocs qu'on ne prévoit pas en économie. Ça, il faut se le dire. Exactement. Voilà. Donc, tel que par exemple, en ce qui concerne l'économie congolaise, vous savez que c'est une économie fragile, basée sur une économie de rente, les prix du baril et autres. Quand par exemple le baril chute, c'est tout le monde qui souffre. Ça, je ne vais pas y revenir, je ne vais pas rentrer dans les détails. Exactement. Donc, c'est juste pour dire que l'homme politique peut promettre, mais si l'économie ne permet pas, à un moment donné, il faudrait comprendre aussi. Maintenant, l'autre aspect, c'est que c'est ce que monsieur à ce sujet, l'honorable Leinda avait su répondre à cela à l'Assemblée, je crois que c'est récent. Parce que la raison du gouvernement, lorsqu'il a fait échec, c'est la conjoncture internationale. C'est la dette, c'est ceci. Et c'est devenu un leitmotiv. On peut finir tout un mandat. On dit c'est le problème de la dette. C'est le problème de la dette. Donc aussi longtemps qu'on va donner aussi cette matière aux politiques, ce sera une excuse. Tous les pays qui se développent sont endettés. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, j'ai compris, non. Je ne le dis pas aussi à vous, je le dis à l'opinion. Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce que M. Ossété a évoqué tout à l'heure, je suis d'avis avec lui parce que vous savez que dans la loi congolaise, il est demandé une exonération d'une année pour des nouvelles entreprises et autres. Bon, après, il faut voir aussi la qualité de ceux qui viennent pour des recouvrements et autres. Ces agents d'impôts et autres. Parfois, ils ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien de la loi. Et même ces jeunes entrepreneurs aussi, parfois, ne maîtrisent rien de la loi. C'est là où parfois, ils se retrouvent en difficulté. Parce que, voilà, donc du coup, il y a quelque part l'ignorance entre les agents et ces jeunes entrepreneurs. J'aime bien ce mot. Ouais, ce mot à sa place, c'est l'ignorance. Voilà. C'est un manque de connaissances. Exactement. Ce manque de connaissances parfois induit ces jeunes entrepreneurs aussi à l'erreur, s'il faut se le dire. Donc, il faut essayer un peu de voir dans cet angle également. Mais après, il faut également reconnaître que l'État congolais n'a pas créé des conditions propices pour propulser le secteur privé. Ça, il faut se le dire. Voilà. Les conditions ne sont pas réunies comme telles. On parle du climat des affaires et autres. Le climat des affaires ne se matérialise pas, ne se constate pas seulement en absence de guerre, mais il faut réunir tout ce qui est nécessaire, le minimum. Il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre des influences, des trafics d'influence et autres, pour essayer un peu de créer ces conditions-là pour propulser donc l'initiative privée. Vous avez soulevé quelque chose de fondamental, la corruption, qui n'a jamais été évoquée. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'épanouissement, même dans la vie d'un être humain, lorsque le faux est là. Et vous allez constater que la même jeunesse ne mène pas ce combat. Moi, j'aime faire la lecture de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise ne mène pas ce combat. Ils ont l'impression qu'ils attendent tout des anciens. C'est curieux. Voilà. Oui. Merci beaucoup, M. Romy. Je vais essayer un peu de revenir sur ce que le frère a dit. Lorsque un homme politique fait des promesses, il peut arriver qu'il puisse se retrouver devant plusieurs obstacles qui fera ce qu'il ne rend pas vraiment possible ce qu'il a eu à promettre. Maintenant, j'arrive. Vous savez, même dans... J'arrive là. Attention à votre bracelet. Vous savez en fait comment les politiques doivent arriver
à rendre manifeste leurs projets, leurs promesses. C'est là la problématique. On y arrive. Il est dit que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Ça va? Même dans le domaine de la recherche scientifique, c'est Gaston Bachelard qui en parle, hein, que la science évolue par erreur corrigée. Voilà. Il parle des obstacles épistémologiques. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le processus ou de la recherche de la vérité, il peut arriver que vous puissiez être confronté par plusieurs difficultés ou plusieurs obstacles. Maintenant, une fois que vous êtes confronté à ces obstacles-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de méthode. Attention. Et Descartes est très clair là-dessus. Discours de la méthode. Il a bien écrit. Mais c'est aussi un problème de méthode ici. Comment se fait en justice, on parle de... Il faut changer de procédure. Ben oui, voilà, justement. Changer de procédure, parce changer de méthode pour parvenir à la vérité. Voilà. Mais on a comme l'impression qu'on évolue avec la même méthode, qui est devenue obsolète, qui est inefficace, mais on continue à appliquer cette méthode-là. Et c'est là où il y a problème. Ce n'est pas une excuse, ne dites pas comme ça, s'il vous plaît. C'est une question séculaire. Non, en fait, qui a mis beaucoup de temps. Ça vous signifie que la cité idéale n'existe pas. Il y a toujours des limites. Non. Ce n'est pas une façon de défendre nos gouvernements, mais nous sommes dans le réalisme, en fait. C'est ça le réalisme. Il faut reconnaître. Non, vous n'avez pas des mais vous ne parlez pas qu'il y a eu des détournements dans ces pays. Monsieur Romy, non. Mais dites ça. En fait, à un moment donné, l'objectivité doit nous guider. Non, c'est compris. Vous parlez des obstacles, mais si ces obstacles, il y a des difficultés. Il y a un problème d'impunité, il faut le dire. Je crois que j'ai soulevé même la notion de la corruption de ce J'ai soulevé le concept de la corruption, la notion de la corruption pour dire qu'il y a la corruption qui freine au développement d'une initiative privée. Je l'ai dit. Je l'ai dit. En fait, il ne s'agit pas. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Non, vous êtes connu, c'est au contraire. Moi, j'analyse les faits. J'analyse les faits. Et je suis de ceux qui pensent que la cité idéale de Platon n'existe pas. Il y a des limites en tout. Mais Platon. Mais c'est pas suffisant. Mais toutefois, c'est pas suffisant pour dire que. Non, voilà. Non, mais après. Ça va. Non, c'est pas un débat. Après, Descartes reste un théoricien. Non. Descartes reste un théoricien. Non, je vous en prie. Nous connaissons tous ce qui se passe. Je vous en prie. Apporte son analyse. Je vous en prie. De façon objective et impartiale. Respect à ceux qui ont pensé. Attention, respect à ceux qui ont pensé. À ceux qui ont pensé la société. Voilà. Descartes, théoricien, a donné la matière aux praticiens. S'ils n'avaient pas pensé, il n'y aurait pas de praticiens. Oui. Et s'il n'y a pas de praticiens, il n'y a pas de penseurs. Voilà. Oui. Toute société, il faut le retenir, doit tendre vers son idéal. Toute société. L'homme peut être négatif, il a ses limites, corruption, machin, mais l'être humain doit tendre vers un idéal et une idéologie. Et il devait travailler. Attendez. Non. Vous n'êtes pas quelqu'un. Ne désolez pas les débats. Monsieur Okilas, s'il vous plaît. Monsieur Okilas, permettez. Permettez. Évitons de faire. Ne vous surchauffez pas. Il y a des gens qui nous suivent. Je recadre, je donne le sens. Ce qui est vrai, absolument. Aucun gouvernement ne va travailler pour l'échec. Vous verrez jamais un ministre du voilà, par exemple. Aucun chef d'État va travailler pour l'échec. Mais le problème, c'est de dire aux sociétés, même à vous les entrepreneurs, quand vous avez fait échec, prenez conscience de cet échec pour tendre vers le parfait. Le monde a évolué comme ça, c'est par erreur corrigée. Hier, c'était la guerre mondiale, on sortit de la guerre, on met en place l'ONU, on arrange. Vous voyez que donc c'est ça, on tend toujours vers le progrès. Gagnons le temps. Nous avons porté un regard un peu global sur tout ce qui mine la jeunesse, s'il était question de rester, parce que la seule question qu'on va se poser, pourquoi la plupart de ces politiques n'ont pas tenu? Voilà. Monsieur Okilas, je profite de l'occasion et je pense qu'on a plus ou moins la même vision avec je pense, hein, si vous allez dans des débats, voilà. Restez sur les problématiques. On va pas dans un débat. Vous savez, moi, ma matière préférée, quand j'étais en terminale et un peu à l'université, c'est la philosophie. Par contre, une fois qu'on devient ingénieur et qu'on touche aux notions d'économie, on a une perception plus, j'allais dire, réaliste. C'est peut-être pas voilà, exactement. Plus pragmatique. Évitons de faire comme font les pasteurs du Congo, de sortir des versets de leur contexte. Parce que avant de saisir, je vous dis ceci. Pour saisir contexte, je regarde le débat. Il est philosophe, il ne peut parler que philosophe. Bien sûr. Philosophe. Non, mais on est. Voilà, il a un regard. Vous êtes entrepreneur. Moi, je suis en train de lire. La société. Attendez. C'est un bon débat si on pouvait nous ajouter du temps.
Le philosophe lit la société avec son regard. Voilà, il lit l'économie avec son regard. Et c'est important. Le pratiquant, l'entrepreneur dit la réalité de l'entreprise parce que c'est vous qui subissez le choc. L'économiste, il vient nous présenter, faire une bonne lecture de tout ça. Mais le journaliste vous observe. Lui, il comprend parce que quand je vous vois, c'est la globalité de la société. Mais chacun a sa contribution. Mais si vous tombez donc dans des débats d'école, on ne va pas résoudre le problème parce que... je suis d'accord. Voilà. Donc ici, au contraire, c'est cette composante qui doit apporter en plus dans l'examen de la question. La transdisciplinarité. Bon, ici, vraiment, on va jeter une reste de 10 minutes, mon vieux. Bon, finalement, un mois chacun, et puis on va voir les perspectives. Selon vous, au regard de votre société, qu'est-ce qui a fait que la plupart des politiques, ou qu'est-ce qui fait que la plupart des politiques ne réussissent pas? Et quand on dit ça aussi pour les politiques, c'est un problème. Pourtant, la réalité est que la plupart des politiques ne réussissent pas. L'idéal, c'est que ces politiques réussissent. Monsieur Innocent. Merci, monsieur Kilas. Donc, je pense qu'on est dans une sorte, en entrepreneuriat, on appelle ça brainstorming, voilà. Donc avec différentes compétences qui nous permettent d'arriver à un objectif commun. Le créateur du socialisme disait, entre la mort de l'ancien monde et la création du nouveau monde, il y a la création des monstres. Absolument. D'accord. Je pense qu'on est vraiment dans cette phase charnière où, en fait, on a l'émergence de beaucoup de choses. Et malheureusement, que ce soit la jeunesse comme la génération d'avant, je pense qu'on a perdu de vue l'essentiel. Ouais. Pour moi, le premier problème est d'abord un problème culturel qui fait en sorte qu'on n'a plus ce sentiment d'appartenance, d'être congolais. Parce qu'en réalité, quand on nous pose la question, ou si on nous pose la question, c'est quoi être congolais? C'est appartenir à quel sentiment patriotique? J'écoutais, je pense qu'il y a une année de cela, lorsqu'un député a parlé de protectionnisme, il y a un ministre qui s'est insurgé. Mais bien sûr qu'il faut parler de protectionnisme. Pourquoi il faut seulement que ce soit les étrangers qui aient pignon sur rue dans un pays où ils sont venus faire des affaires? Regardez aux Émirats Arabes Unis, regardez à Dubaï lorsque vous allez, ceux qui sont plus nantis, ce sont les Émirats. Et parce qu'on manque du patriotisme. On croit être patriotique alors que ce n'est pas le cas. Donc, la question culturelle, la question sociologique et la question éducative, pour moi, est au fondement de ce dérèglement que l'on est en train de vivre. Déjà dans un premier temps. Et je vous disais la dernière fois qu'à partir du moment où un ministre de l'éducation va inaugurer une cantine qui ressemble à un Maléwa, si c'est lui le père de l'éducation, on voit quel type d'enfant il va créer demain. D'accord? Il y a par exemple aujourd'hui tout le monde qui plébiscite le fait que la SNPC construit des écoles dignes de ce nom. Très bien, mais qui va être les enseignants? Avec quelle qualité? C'est pas des pétroliers. C'est pas les pétroliers, exactement, comme vous dites. Donc pour moi, le problème, il est à ce niveau-là. Du côté de l'éducation, du social et de la culture. On parlait de 2024-2025, les perspectives. Vous savez que 2024 et 2025, le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa ont été promulgués ville ou capitale de la culture africaine. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien. Sur le côté politique, effectivement, comme je vous disais, il y a des nuances où il faut voir que le gouvernement, au travers du ministère de tutelle qui s'occupe des petites et moyennes entreprises, on fait un certain nombre de choses qui, je pense, n'ont pas été comprises par le Congolais. Parce que vous voyez, il y a eu un amalgame déjà sur le FIGA. D'accord? 7 minutes, attention. L'idée, c'est de pouvoir justement mettre en concert toutes ces directions, toutes ces propositions, tous ces objectifs pour faire en sorte qu'ils servent l'intérêt économique. Qui va le faire? Mais qui va le faire? Je vous disais tout à l'heure que la réussite d'un roi ne dépend pas que du nombre de ses conseillers, mais surtout de la qualité des conseillers. C'est pour ça que lorsque vous parlez de plébiscite, de sanctionner justement les dirigeants, moi je suis d'accord, mais il y a un ministère qui est chargé de ça. Qui fait ou ne fait pas son travail, ça c'est pas mon problème. Mais si aujourd'hui, on vient, on me dit, il y a quelqu'un qui va venir te donner à manger, il vient me donner à manger toute la semaine, le dimanche, il ne vient pas. Si moi, je commence à baser le fait de manger sur le fait qu'on vient de me donner à manger toute la semaine, c'est moi qui suis devenu fou. Okay. C'est à moi d'aller chercher mon pain dehors. Voilà. Donc, je vais chuter là-dessus, permettez. Je pense que chaque domaine, culturel, politique, éducationnel, avance en vase clos. Et c'est pour ça que ça ne sert pas les intérêts du mandat
du président de la République et le slogan qu'il a donné. Il faudrait des personnes capables, qualifiées et surtout qui ont le sentiment d'appartenance, le sentiment de l'intérêt commun et qui mesurent en fait l'intérêt et la réalité de ce qui se passe en termes d'entrepreneuriat, en termes d'économie au Congo pour pouvoir changer les choses. Et j'espère que pour le mandat prochain, peu importe le président qui sera élu, qu'on aura ce sursaut patriotique-là. Merci, Monsieur Apugapula. On fait, voilà, après lui, 1 minute. Je n'ai pas encore conclu. Hein. Moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est qu'en République du Congo, tout sujet semble lié à la politique. Ouais. Et c'est ce qui dérange. C'est ce qu'on appelle la politique religion. Exactement. Parce que, à bien y regarder, je ne vois aucun intérêt de vouloir relier l'entrepreneuriat à une vision politique comme telle, si ce n'est que de créer des conditions propices pour développer cette activité, sinon je dirais ce concept économique. Voilà. Donc, dès lors que les politiques rentrent dans le jeu, en fait, on s'éloigne carrément de l'objectif et ça devient de la propagande. Et c'est ce qui dérange. Évidemment. Voilà. Donc, si on peut revoir des choses, reconnaître que quelque part on s'est trompé, il y a eu des bonnes initiatives, sauf qu'on ne juge pas l'intention, mais on juge le résultat, comme le disait Milton Friedman. Donc, les initiatives sont bonnes, mais les résultats ne sont pas là. Il faut donc revoir cette politique entrepreneuriale pour un avenir meilleur. Et surtout pour le développement du secteur privé et ainsi que... Le rapport politique entrepreneuriat, ce sera notre prochain sujet. D'accord. Nous allons examiner cette question parce qu'elle est au centre. Alors je termine avec vous. Voilà. Proposition. Nous sommes au niveau des perspectives. Qu'est-ce que je veux dire? Comment faire pour satisfaire finalement les attentes de la jeunesse congolaise? Je crois que la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord créer... comment ça s'appelle ça? Créer une synergie? Non. Créer des espaces de liberté d'expression. N'est-ce pas? Espace de réflexion, donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent en ce qui concerne le pays, en ce qui concerne le développement du pays. Parce qu'on a comme l'impression que là, les jeunes n'ont pas vraiment la possibilité de s'exprimer. Et c'est le politique, il y a ça. C'est le politique qui s'exprime. Et c'est le politique qui s'exprime. Voilà, on ne comprend pas. Bon, il y a ça. Il y a également la valorisation des compétences. Il faut valoriser la compétence. Hein. Parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, un jeune peut être reconnu, même s'il est compétent, il passe toujours par des critères subjectifs et obscurs. Et ce qui est dangereux pour une jeunesse, logiquement, qui est censée prendre le relais. Et il y a également ce qu'il vient de dire tout à l'heure, c'est la réformation de notre système éducatif. Voilà. Il faut mettre un accent là-dessus également parce que il est dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que si aujourd'hui les Congolais ou les jeunes sont devenus malléables, quand il y a un meeting là-bas, il y en a 2000 fois, ils se mobilisent pour partir. Simplement parce que c'est aussi un problème de formation. Moi, a priori, je ne vous verrai jamais être derrière un homme politique parce que là-bas, on a tenu des t-shirts ou partager des cuisses de poulet. Vous ne verrez jamais. Et je ne le ferai jamais. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Donc, il y a ça. Je parlais de... Oui. 1 minute, il reste 1 minute. Oui. La participation citoyenne des jeunes. Il faut donner le goût, le désir des jeunes de participer à la gestion de la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que cette jeunesse-là est délaissée et recroquevillée en elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne se donne plus vraiment le désir de participer à la gestion de la chose publique. Simplement parce qu'elle est délaissée. Elle doit s'imposer. C'est pourquoi j'ai dit au début, la jeunesse n'est pas un statut. Il faut qu'elle s'impose. Le président de la République est rentré aux affaires. On va continuer à la nourrir avec voilà. Je vous en prie. Je vous en prie, on est à la chute. Vous avez des hommes politiques qui disent que la jeunesse est encore irresponsable. Je vous en prie, on gagne le temps. C'est une manière de se pérenniser. À retenir, l'actuel président de la République est rentré aux affaires jeune. Il n'avait jamais tendu la main pour dire j'ai de l'âge, donnez-moi un poste. Ouabié a pris ce pouvoir jeune. Macron est très jeune. Les Français n'ont pas attendu pour le placer de là. Un peu partout, vous allez voir que la politique est en train de se rajeunir. Mais chez nous, les jeunes, j'ai vu des ouvrages. Ils attendent qu'on passe le témoin. Mais c'est la facilité. Voilà, c'est la facilité. Et ça, c'est la réalité politique. Les opportunités. Et lorsque je vous en prie, lorsque c'est la jeunesse politique qui monte au-dessus de la jeunesse éclairée, ça donne ça. Mais quand la jeunesse politique éclaire la jeunesse, et quand la jeunesse éclairée, c'est-à-dire intellectuelle,
former, éclaire la jeunesse politique, ça donne ce que ça doit être. Parce que la politique se fait par passion. La politique est affaire de... il faut manager le jeune. Ah, il faut qu'il fasse allégeance. Il faut. C'est pourquoi nous avons le sujet de cette jeunesse qui, on se pose la question, est-ce que demain, nous aurons réellement des leaders? Regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Il y a ceux qui ont dépassé l'âge qu'avait l'actuel chef de l'État en politique. Il y a ceux qui vont déjà vers la retraite. Ils sont restés, je ne sais pas comment les qualifier. Voilà. Aucun livre politique, aucune pensée politique. Quand bien même il signe le livre, c'est quelqu'un qui a écrit. Bref. Pas d'idéal ni d'idéologie. Voilà, c'est le souci que nous avons. Il est là. Donc, merci, chers invités, d'avoir participé à ce plateau. Et merci, chers téléspectateurs aussi, d'avoir consommé ce plateau dans sa divergence. J'avais reçu, en tout cas, M. Pambou, qui est philosophe, mais notre invité principal, c'était M. Innocent Ossété, qui nous a apporté la matière, qui a fait débat. Il fallait qu'il y ait un philosophe à côté, donc Cédric Pambou. Aussi bien celui qui n'est plus à présenter, Jephté Gapula. Mais c'était un débat bien dans sa contradiction. Et c'est cette contradiction à laquelle nous invitons les Congolais à cette contradiction. Surtout les jeunes politiques. Il faut participer à de tels débats parce que c'est dans la construction qu'on construit. Pour ceux qui ont bénéficié de ce plateau, de ces échanges, je vous dis merci. Sinon, à Monsieur Innocent, je vous dis bon retour certainement. Merci. C'est ce soir. Voilà. Et chers invités habituels, j'attends vos inspirations pour continuer à alimenter le Congo. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.